Bon après-midi et bienvenue à notre annuel 2021 d'information. Et bienvenue à notre Assemblée annuelle d'information 2021. Je suis Leonard Lee White et je suis le président du Conseil des fiduciaires pour votre régime de pension. Et nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour la 7e année consécutive. Merci de vous être joints à nous. La réunion d'aujourd'hui était prévue pour le 30 septembre, mais une fois que la journée de vérité et réconciliation fut déclarée, on a décidé de remettre ça d'une semaine. Avec ça en tête, on veut reconnaître que le territoire sur lequel on se rencontre est un territoire non cédé traditionnel de Wolastoqiyik, Malécite et Mi'kmaq. Ce territoire était couvert par les traités de paix et d'amitié que les Wolastoqiyik, Mi'kmaq et Passamaquoddy ont signé avec la couronne britannique en 1725. Les traités n'ont pas traité de plan de terre cédée et reconnaissaient les ressources que les Mi'kmaq et Wolastoqiyik avaient droit pour continuer une relation entre les nations. Quelques annonces d'usage. Les présentations seront livrées en anglais et en français et la simultanée sera disponible dans les deux langues. Vous avez l'option de choisir la langue de choix, telle qu'indiquée dans le coin droit en haut de votre écran. Le sous-titrage sont fournis pour ceux qui se joignent en ligne. Vous avez l'option de l'allumer en choisissant la langue de choix et de cliquer Joignez, Join ou Off en cliquant Stop. Nous vous encourageons de soumettre toutes questions que vous avez auprès de vos fiduciaires ou n'importe quel des présentateurs à n'importe quel moment en cliquant l'icône Soumettre des questions. On va en répondre autant qu'on peut durant la séance de questions-réponses. Et finalement, l'enregistrement du webcast sera disponible sur le site web du régime dans les jours qui viennent. Se joignent à moi sont des collègues membres des fiduciaires. Ross Galbraith, vice-président du Conseil et un représentant international de International Brotherhood of Electrical Workers. Marin Quinn, infirmière immatriculée à la retraite et ancienne présidente du syndicat des infirmières et infirmiers de Nouveau-Brunswick. Sébastien Deschênes, doyen de la faculté d'administration de l'Université de Moncton et professeur en comptabilité. Il y a Marc Godet, président du comité d'audit et membre sous-ministre adjoint à la retraite avec le ministère du Transport et de l'Infrastructure. Catherine Greenbank, qui est présidente du comité de gouvernance et membre à la retraite du régime, de notre régime. Paul Martin, contrôleur pour la province du Nouveau-Brunswick et ancien président de l'Institut du Nouveau-Brunswick des comptables agréés. Suzy Proudaigle, présidente du syndicat du Nouveau-Brunswick, et Odette Robichaud, sténographe de tribunal à la retraite et ancienne présidente du QP local 1840 et ancienne vice-présidente régionale de QP. On a aussi deux observateurs sur votre conseil, Lise Bragg, directeur général du New Brunswick Union, Bill Murray, surveillant des facilités du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et président du SCFP local 5017. De plus, je veux vous présenter aujourd'hui des présentateurs. Yves Plourde, partenaire et actuaire avec la firme LifeWorks, anciennement Morneau-Chapelle. Yves va nous fournir les détails concernant les plus récentes valuations actuarielles. John Sinclair, président, le PDG de Vescore, et le gestionnaire des placements du régime et les fournisseurs de services. John va nous fournir un aperçu des résultats des services administratifs et de gestion fournis par Haut-Plan. Ensuite, Kim Saunders et Marc Bossé
membres de l'équipe de service vont partager des détails importants au sujet de votre régime. Quant à moi-même, je suis un sous-ministre adjoint à la retraite du ministère des Finances et du Conseil du Trésor et je suis fiduciaire depuis 2014 et président du Conseil des fiduciaires depuis 2 ans. En tant que conseil, on a des antécédents très diversifiés qui nous fournissent une forte composition de différentes perspectives. Chacun d'entre nous a été nommé au conseil, soit par le gouvernement provincial ou par un des syndicats suivants. Le syndicat des affaires pierres et familles du Nouveau-Brunswick, le syndicat du Nouveau-Brunswick, local 37 de la Fraternité internationale des travailleurs dans l'électricité, les locales 1252, 1840 et 517 de l'Union du syndicat de la fonction publique du Canada. Et il y a aussi les membres qui sont membres. Même si on a été nommé par les organisations, on a des devoirs fiduciaires envers le régime. On doit agir dans le meilleur intérêt du régime et ses membres que lorsqu'on administre les affaires du régime. Si on manquait à cela, ça pourrait résulter dans des actions disciplinaires ou la révocation de notre nomination. Depuis la conversion du régime en 2014, on travaille avec diligence pour assurer que le régime demeure sécurisé, durable et abordable. La conception du plan, c'est de s'assurer que le régime est pleinement financé. Le but du plan, c'est sur des stratégies de placement à bas risque et stables. L'approche a donné lieu à des profits pour nous, pour le régime qui va demeurer dans une position de bien financé. Cette approche de bas risque nous rend plus forts. Cependant, l'opposé est vrai. Lorsque les marchés sont à la baisse, le régime est beaucoup plus résilient que d'autres régimes de pension. Le statut financier du régime et ses principes d'investissement seront expliqués en profondeur par les présentateurs. Lorsqu'on s'est parlé l'année dernière, on était à 6 mois de la pandémie. À ce moment-là, on voulait vous rassurer que nous sommes concentrés sur continuer à fournir le même niveau de service et d'assurer que les fournisseurs de services continuent à satisfaire aux besoins de tous nos membres. 1 an plus tard, ces priorités demeurent alors on a à faire face à des défis continus. On va maintenant passer à notre première présentation, le rapport d'évaluation actuarielle. C'est un outil important utilisé par le Conseil des fiduciaires pour évaluer l'habileté de fournir des prestations à vous les membres. Et ça nous aide à prendre des décisions quant aux finances du régime, telles que d'accorder le coût annuel du coût de la vie. Yves Claude va vous présenter le résultat de 2020 et bienvenue à Yves. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon nom est Yves Claude et je suis actuaire chez LifeWorks, anciennement connu sous le nom de Morneau Shepell. Ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats de la plus récente évaluation actuarielle pour le régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick au 1er janvier 2021. Je vais commencer par un résumé de la participation au régime, donner une revue brève de l'évolution des actifs du régime et de sa provision actuarielle. Je vais passer en revue le niveau de provisionnement, non seulement au 1er janvier 2021, mais à travers le passé récent, et vous montrer comment le niveau de provisionnement a été affecté en 2020 par la pandémie. Je vais ensuite présenter les résultats des tests de gestion des risques que nous quantifions annuellement et finalement vous donner de l'information concernant le rajustement au coût de la vie qui a été accordé par les fiduciaires au 1er janvier 2022. Commençons par la participation au régime. Le nombre de participants actifs n'a cessé de croître depuis 2014, date de la réforme,
commençant avec un peu moins de 17 000 participants actifs en 2014 pour atteindre un nombre total d'environ 19 000 participants au 1er janvier 2021. De même, le nombre de retraités a augmenté de manière significative, car les baby boomers ont pris leur retraite en masse pendant cette période, passant d'un total de 13 800 retraités en 2014 à un peu plus de 17 300 au 1er janvier 2021. Une note positive pour le régime est de voir que le nombre de participants actifs a augmenté de façon significative, fournissant un afflux constant de nouveaux cotisants et retardant ainsi une maturation autrement plus précoce du régime. Du côté des actifs, la Caisse de retraite a considérablement augmenté ces dernières années, passant d'environ 6 milliards de dollars en 2014 à plus de 8,76 milliards de dollars au 1er janvier 2021. L'année 2020 a été particulièrement bonne du point de vue des investissements avec un rendement de 7,23 %, compte tenu que ce rendement a été réalisé en pleine période de pandémie. John fournira plus d'informations sur la performance dans ses remarques un peu plus tard. Maintenant, afin d'être en mesure de déterminer la situation financière du régime, nous avons besoin de comparer l'actif du régime avec sa provision actuarielle ou son passif. La provision actuarielle ou le passif représente combien d'argent nous croyons devrait être dans la caisse du régime au moment de l'évaluation actuarielle, afin de pouvoir payer toutes les prestations que les participants ont accumulées jusqu'à la date d'évaluation. Pour calculer la provision actuarielle, nous avons besoin de faire plusieurs hypothèses concernant l'avenir. Une de ces hypothèses est le taux d'actualisation que nous utilisons de 4,5 % par année. Ce taux est une hypothèse très conservatrice des revenus de placement espérés pour le futur. Et nous l'avons révisé à la baisse cette année, étant donné une réduction générale dans l'espérance des rendements de placement futurs. Toutefois, nous estimons que le régime peut espérer gagner à long terme environ 5,3 % par année. Le maintien d'un taux d'actualisation conservateur, et je vous assure que ceci n'a rien à voir avec la politique ou le Parti conservateur, donc un taux conservateur nous assure que plus souvent qu'autrement, les placements du régime devraient générer des fonds supplémentaires par rapport à notre hypothèse de taux d'actualisation. Ça a été le cas de 2014 à 2020 et ce conservatisme continuera de promouvoir la génération future de surplus au régime. Comme vous pouvez le constater, la provision actuarielle du régime est passée d'un peu moins de 6 milliards de dollars en 2014 à environ 7,6 milliards de dollars au 1er janvier 2021. Vous remarquerez que les actifs du régime ont augmenté plus rapidement que le passif du régime au cours des 7 dernières années. Ceci est en partie dû au fait qu'un taux d'actualisation conservateur est utilisé dans le calcul de la provision actuarielle. Pour finalement arriver à déterminer la situation financière du régime, les fiduciaires ajoutent à l'actif le montant des cotisations versées au régime qui sont en excédent du coût des prestations accumulées sur les 15 prochaines années. Au 1er janvier 2021, ces cotisations excédentaires pour les 15 prochaines années suivant la date d'évaluation représentent un montant de 1,2 milliard de dollars qui, une fois ajouté à l'actif, représente un actif ajusté total de 9,9 milliards de dollars. Maintenant, lorsque vous divisez cet actif par la provision actuarielle, vous obtenez un coefficient de capitalisation ou ratio de capitalisation. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, ce ratio est resté bien au-dessus de 100 % au cours des dernières années, ce qui signifie que nous croyons qu'il y a suffisamment d'actifs dans la Caisse, incluant les cotisations excédentaires à venir, pour couvrir toutes les prestations payables à vie des participants actifs et des retraités. Le ratio de capitalisation est en fait passé d'un niveau de 121,5 % en 2014 à 131,7 % au 1er janvier 2020, juste avant le début de la pandémie. Cela signifie qu'au fil du temps, vos prestations de retraite sont devenues de plus en plus sécuritaires au fur et à mesure qu'on accumule un plus grand écart au-dessus de 100 %.
On pourrait affirmer que le régime s'est préparé au cours des 7 dernières années pour faire face aux risques éventuels en accumulant un écart plus grand au-dessus de 100 %. Ce qui m'amène à la pandémie de COVID-19 dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui. En raison de l'incertitude créée par le début de la pandémie, en mars 2020, les marchés financiers ont reculé d'une manière sans précédent, atteignant un creux vers la fin mars 2020. Pour les 3 premiers mois de l'année 2020, la Caisse du régime a enregistré un rendement d'investissement d'environ moins 6,9 %, ce qui a réduit le ratio de capitalisation du régime de 131,7 % au 1er janvier 2020 à environ 122,8 % au 31 mars 2020. Même avec une pandémie mondiale, le ratio de capitalisation de votre régime est resté bien au-dessus de 100 %. Il est même resté au-dessus du niveau auquel il était en 2014. Ce résultat montre la résilience du régime de retraite aux événements adverses qui le frappent. Ce n'est pas étonnant que les marchés financiers réagissent négativement à une pandémie. Ce qui s'est passé après le mois de mars est, à mon avis, le plus remarquable, puisque les marchés financiers ont rebondi presque aussi rapidement qu'ils avaient chuté. Pour la période du 31 mars 2020 au 31 août 2020, le régime a généré un rendement supérieur à 10 %, ce qui a ramené le ratio de capitalisation à environ 132 %, là où il était essentiellement au début de l'année 2020, avant même le début de la pandémie. Au 1er janvier 2021, le régime se trouvait encore en excédent de 130 % avec un ratio de capitalisation de 130,4 %. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le régime s'est essentiellement préparé depuis les 7 dernières années à affronter un événement comme celui-ci et il a passé le test avec brio. Nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie avec une 4e vague d'infection qui fait actuellement rage. On peut donc s'attendre qu'une certaine volatilité accrue et de l'incertitude dans les marchés financiers persisteront probablement pour un certain temps. Néanmoins, les rendements de placement de 2021 jusqu'à la fin septembre continuent d'excéder notre taux d'actualisation. On peut donc estimer que le taux de capitalisation a continué d'augmenter depuis le début de l'année 2021. J'espère de tout cœur que nous n'aurons pas à revisiter le creux de mars 2020, mais vous pouvez être assuré que votre régime est prêt à faire face à la musique, quelle que soit la volatilité des marchés. Passons maintenant à une projection sur les 20 prochaines années. Vous pouvez constater que nous prévoyons que le ratio de capitalisation atteindra un niveau de plus de 139 % dans 20 ans. Cette projection, qui révèle que le ratio devrait augmenter avec le temps, me rassure que la conception du régime est telle que les chances de succès dans le futur sont de notre côté. La route des 20 prochaines années nous réservera certainement beaucoup de surprises. Et l'année 2020 a été un exemple parfait. Mais nous savons maintenant que le régime est très résilient et que les marges qui sont présentes au sein du régime pour absorber ces chocs fonctionnent. Parlons maintenant des tests de gestion des risques effectués de façon annuelle. Le premier test de gestion des risques consiste à calculer la probabilité que les prestations de base du régime ne seront pas réduites au cours des 20 prochaines années. Sur ce premier test de gestion des risques, le régime score un 99,1 %, ce qui veut dire que dans plus de 99 % des cas étudiés, les prestations de base du régime demeurent intactes. Ce score excède le minimum de 97,5 % prescrit par la loi, et puisque le régime satisfait à ce critère, il peut continuer de fournir des rajustements au coût de la vie à tous les participants actifs et retraités du régime. Le second test de gestion des risques consiste à calculer la moyenne des rajustements au coût de la vie que l'on peut espérer accorder au cours des 20 prochaines années. Ce calcul produit une moyenne espérée de rajustement au coût de la vie de 82 % de l'inflation sur les 20 prochaines années. Ces deux résultats concernant les tests de gestion des risques continuent d'être très positifs. Ils nous réconfortent de savoir que la sécurité des prestations de base est très élevée et qu'il y a de très fortes chances que les rajustements au coût de la vie vont continuer. Vous pouvez également être rassuré par le fait que la province garantit qu'elle protégera les niveaux de prestations existants au 31 décembre 2013,
Cela signifie que dans l'éventualité peu probable où les fiduciaires auraient à réduire les prestations du régime, la province s'assurera que vous n'obtiendrez jamais moins que les prestations que vous receviez ou que vous aviez accumulées au 31 décembre 2013. Je vais maintenant terminer ma présentation en abordant le rajustement au coût de la vie accordé par les fiduciaires au 1er janvier 2022. Chaque année, en fonction de la situation financière du régime, les fiduciaires décident si un rajustement au coût de la vie peut être accordé. Pour le 1er janvier 2022, ils ont pu accorder un rajustement au coût de la vie de 1,46 %. Ce rajustement est identique au taux accordé l'année dernière. Ce rajustement représente la pleine hausse de l'indice des prix à la consommation ou l'inflation au Canada pour l'année se terminant le 30 juin 2021. Ce rajustement au coût de la vie représente un coût de 105 millions de dollars pour le régime. Finalement, j'aimerais mentionner que les fiduciaires pourront continuer d'accorder des rajustements au coût de la vie dans le futur à condition que le ratio de capitalisation du régime demeure au-dessus de 117 %. Même au plus bas du repli financier à la fin du mois de mars 2020, le ratio de capitalisation n'est tombé qu'à 122,8 %. Ceci vous indique que les rajustements au coût de la vie, que ce soit celui de l'année dernière au 1er janvier 2021 ou celui de cette année au 1er janvier 2022, n'ont jamais réellement été en danger, même au plus profond du repli des marchés financiers que nous avons vécu jusqu'à présent. J'espère que vous aurez trouvé les informations fournies intéressantes et utiles et qu'elles vous auront permis de mieux comprendre la résilience de votre régime face à l'adversité. Je vous remercie de votre attention. Je demeurerai disponible pour la période de questions. Thank you, Yves. As a board, we are... Merci Yves. Comme conseil, on est très ravis des résultats du rapport d'évaluation actuarielle. Le fonds est pleinement financé afin de fournir le plein ajustement du coût de la vie tel que permis en vertu du régime. Les contributeurs et les membres différés auront ce montant appliqué à leurs prestations jusqu'au 31 décembre 2020. Alors que les retraités verront cette augmentation appliquée à leurs prestations mensuelles au 1er janvier 2022. En passant maintenant à notre prochaine présentation, c'est notre plaisir de souhaiter la bienvenue à Kim Sarters et Marc Bossé de l'équipe des services aux membres de Vescore pour nous fournir une courte présentation sur votre feuille de route à la retraite. 2 ans passés, à notre dernière réunion en personne, l'équipe de service s'est jointe à nous en personne pour répondre à des questions individuelles pour les membres présents. Bien que ce n'est pas possible cette année, l'équipe demeure disponible pour fournir du soutien à tous nos membres du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30 via téléphone, courriel ou en visite personnelle. Bienvenue à Kim et Marc. Analyste chez Vescore. Je vais faire la prochaine partie de la présentation qui s'appelle « Le chemin vers la retraite ». Donc, la première partie de la présentation va être en français. C'est moi qui vais l'effectuer. Puis ensuite de ça, la deuxième partie de la présentation va être en version anglophone que ma collègue Kimberly va administrer pour vous. Donc, à l'agenda aujourd'hui, on va parler de l'estimateur de pension, donc notre calculatrice en ligne. On va aussi revoir des périodes importantes qui s'appellent « Si la retraite approche ». Donc, on va revoir des périodes clés, donc 1 an avant votre date de retraite, 6 mois avant votre date de retraite, les divers formulaires de pension, puis ensuite ça, on va recevoir votre premier versement de pension. Donc, on va commencer à parler de l'estimateur en ligne. Donc, l'estimateur en ligne, c'est un outil qu'on a conçu qui est disponible sur notre site Web.
Donc, vous pouvez voir l'adresse à l'écran. Donc, c'est un outil de calcul, en fait, qui est capable de projeter efficacement qu'est-ce qui va être vos bénéfices dans le futur. C'est un outil qu'on recommande à tous nos membres d'utiliser, surtout les nouveaux membres, peu importe à la période qui se trouve dans leur période de travail. Donc, pour utiliser notre calculateur en ligne, vous avez absolument besoin d'un état de prestation. Okay? Si que vous n'avez pas votre état de prestation, vous pouvez toujours contacter VESCOR, puis on va être capable de vous procurer votre dernière copie de votre état de prestation. On a aussi conçu un outil en ligne. En fait, c'est un lien YouTube que vous pouvez aller dessus, puis ça procure les informations comment utiliser notre calculateur en ligne. Si vous n'êtes pas confortable à utiliser le calculateur en ligne de YouTube, on vous invite à communiquer avec nous, puis on va faire on peut faire en fait le calcul directement pour vous sans que vous avez besoin de le toucher, ou si que vous êtes curieux à comment savoir utiliser le calculateur, on peut le faire directement, vous montrer comment l'utiliser directement avec vous. Donc, la prochaine diapo ici, c'est, vous allez voir à l'écran que sur la portion de gauche, on a en fait des images d'un état de prestation. Puis, à votre droite, on a qu'est-ce qui est le résultat d'un calcul du calculateur en ligne. Donc, on va revoir ensemble les choses clés. Donc, en fait, pour utiliser le calculateur en ligne, vous allez devoir fournir votre âge, en fait, votre date de naissance. Vous allez devoir fournir votre revenu brut pensionnable annuel. Vous allez aussi devoir fournir, c'est quand la date que vous voulez cesser de travailler, puis finalement la date que vous voulez commencer vos prestations. Donc, la dernière chose aussi que vous devez inclure, c'est, vous allez voir à la partie de gauche en bas, vous allez voir une case où il y a 4 montants d'indiqués. Donc, le calculateur en ligne va aussi vous demander d'inclure ces 4 montants-là. Puis, ça, en fait, sans aller trop en détail, qu'est-ce que les 4 montants sont? C'est des indicateurs de combien de prestations annuelles qui ont été accumulées jusqu'à maintenant. Donc, le calculateur en ligne a besoin de ces indicatifs-là pour être capable de projeter vos prestations futures. Donc là, ça vient encore une fois, le point que je viens de faire, que vous avez absolument besoin de votre état de prestation pour être en mesure de calculer vos bénéfices futurs. Qu'est-ce qu'on va voir à la section de droite, sur l'image de droite? On va revenir un résultat d'un calculateur. Vous allez voir que si que vous faites, dans l'exemple qu'on a, si que vous utilisez, si que vous décidez de mettre votre date où ce que vous voulez commencer vos prestations avant l'âge de 65 ans, vous allez avoir 2 lignes vertes qui vont s'afficher. Donc, on va revoir qu'est-ce qui est les lignes ensemble. Donc, la ligne en haut, c'est en fait les prestations que vous allez avoir mensuellement avant l'âge de 65 ans. Donc, on va discuter de ça un peu plus en détail. Si que vous sélectionnez une date où ce que vous commencez vos prestations avant l'âge de 65 ans, c'est en fait qu'est-ce qu'on appelle une date de retraite anticipée. Le plan stipule que l'âge de 65 ans est l'âge normal de la retraite. Donc, tout individu qui décide de débuter leur prestation avant l'âge de 65 ans se trouve à être ce qu'on appelle une retraite anticipée. Pour les gens qui ont une retraite anticipée, ceux-ci vont recevoir une prestation de base. Okay? Dans l'exemple qu'on a ici, la prestation de base mensuelle brute pour cet individu-là est 1 000 22 et 36 sous. Puis, cet individu-là va aussi recevoir une prestation additionnelle par-dessus la prestation de base qui se trouve à être une prestation de relais. Donc, le terme familier anglophone se trouve à être un bridge benefit. Donc, cet individu-là va recevoir ça tout en un montant. Tout le montant est brut. Ensuite de ça, après l'âge de 65 ans, on va aller voir à la ligne en bas. La personne va seulement recevoir la prestation de base de 1 000 22 et 36 sous. Donc, encore une fois, pour les individus qui commencent une retraite anticipée, se trouvent à avoir une prestation de relais jusqu'à 65 ans
Ensuite de ça, à 65 ans, la prestation de relais est enlevée et l'individu reçoit une prestation mensuelle de base de 65 ans jusqu'à l'âge du décès. On va revoir ensemble les formes de pension. Donc, les formes de pension, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous allez appliquer formellement pour votre retraite, on va vous fournir en fait différents types ou de formes de pension à choisir. Vous devez en choisir une seule, et lorsque vous allez la choisir, une fois que vous allez recevoir votre première prestation basée sur la forme de pension que vous avez choisie, il n'y a plus de retour en arrière. Donc, vous continuez avec cette forme de pension-là pour le restant de la retraite. Donc, les formes de pension ont été conçues, en fait, pour donner une certaine flexibilité à certains individus qui ont différentes situations de vie, soit qui ont des conjoints, pas de conjoints, des enfants ou pas d'enfants. Donc, ça peut accommoder différentes situations. On va les voir rapidement ensemble. La première, c'est la pension commune et de survivants payable à 50 % qu'on appelle aussi la forme normale de pension. Je vais faire une parenthèse sur ce point-là. On appelle celle-ci la forme normale de pension, étant donné qu'avant la réforme en 2014, c'était en fait la seule forme de pension disponible. Donc, si vous avez des collègues qui se sont déjà retirés dans le passé avant l'année 2014, ceux-ci avaient seulement un choix à sélectionner. Donc, pour vous maintenant, il y a différentes formes de pension. On l'appelle toujours la forme normale de pension à cause de ça. Toutefois, il y a souvent des gens qui vont me dire je devrais prendre la forme normale de pension, étant donné qu'on l'appelle la forme normale, ça devrait être la plus populaire. En fait, ce n'est pas exact. Vous devriez sélectionner la forme de pension qui s'applique le mieux pour vous. On a la pension commune de survivants payable à 60 ou 100 % conjoint au moment de la retraite. Donc, on va revoir les trois premières qu'on vient de discuter ensemble, donc le 50, 60 et le 100 %. Vous avez probablement déjà deviné que la manière dont ça fonctionne, c'est que aussitôt que vous allez décéder, votre conjointe va recevoir le pourcentage que vous avez sélectionné, donc un pourcentage de la prestation que vous receviez pendant votre vivant. Ensuite, on va voir les deux autres, la pension viagère avec période de garantie de 10 ans ou 15 ans de la date de retraite. Ceux-ci sont structurés quand même assez différents des trois premières qu'on vient de voir. Ceux-ci, la manière dont ça fonctionne, c'est en fait votre bénéficiaire, votre ou vos bénéficiaires qui vont recevoir une prestation de survivant. Il y a à noter que la prestation de survivant pour ces deux options-là, c'est seulement pour une période limitée. Donc, la meilleure façon que j'ai trouvée pour expliquer ces deux exemples-là, ces deux formes de pension-là, c'est sous forme d'exemple. On va utiliser ensemble la période de garantie de 10 ans. On va utiliser moi-même comme exemple. On va dire, je n'ai pas de conjointe et je n'ai pas d'enfant, mais j'ai toutefois un frère. Je décide de sélectionner mon frère comme bénéficiaire de recevoir une prestation de survivant. Donc, la manière dont ça va fonctionner, disons que je prends ma retraite. Ensuite de ça, je décède 6 ans après avoir pris ma retraite. Mon frère va recevoir pour 4 ans des prestations de survivant. Donc, il va recevoir pour la période résiduelle de 10 ans des prestations de survivant. On va utiliser le même exemple une deuxième fois. Je sélectionne mon frère comme bénéficiaire. Puis ensuite de ça, cette fois-ci, je décède 9 ans après avoir pris ma retraite. Vous avez probablement deviné, mon frère va recevoir seulement 1 an de prestations de survivant. On va faire un dernier exemple pour faire sûr que c'est clair. Ensuite de ça, je décède 12 ans après avoir pris ma retraite. Mon frère ne recevra aucune prestation. Donc, la période de garantie s'est terminée, il n'y a plus de prestations payables. Donc, pour revenir aux trois premières en haut, le 50 et le 60 et le 100 %, les prestations sont payables à un conjoint et les prestations de survivants sont payables à vie dans cette situation-là. Dernier point que j'aimerais apporter, c'est on va faire un retour en arrière. Ici, lorsqu'on regarde le calculateur en ligne donne seulement les résultats
de la forme normale de pension de 50 %. Donc, le calculateur en ligne n'est pas conçu pour donner des résultats du 60, du 100, du 10 et du 15 ans. OK? Donc, pour recevoir des estimés des autres options, vous devez faire une demande formelle avec nous d'avoir des estimés détaillés qu'on est en fait capable de vous fournir. Donc, ça va compléter ma partie et ma collègue Kimberly va continuer. Bonjour tout le monde. Merci Marc. Bon après-midi tout le monde. Je vais continuer en anglais pour le restant de la présentation. Alors maintenant que vous savez comment utiliser la calculatrice en ligne, une fois que vous avez fait votre propre estimé et vous avez déterminé lorsque vous voulez commencer votre pension, à ce moment-là, vous pouvez demander un estimé formel à 1 an avant votre retraite. Vous pouvez faire cela soit en communiquant avec Vescore directement ou en demandant à vos ressources humaines. Et après environ 60 jours, dans les 60 jours de votre demande, vous devriez recevoir votre option. Et c'est toujours bienvenu de communiquer avec nous ou si vous aimez de l'aide pour passer en revue ces options. Alors, lorsque vous êtes à 6 mois avant la date de votre retraite, vous connaissez votre date de retraite, c'est recommandé de rencontrer vos ressources humaines pour faire votre demande de pension. Et il y a des documents qui devront être remplis avec votre ministère des Ressources humaines, l'envoyer à Vescore. Dans les 60 jours, Vescore vous enverra vos options de pension. Et vous pouvez appeler Vescore de nouveau pour passer en revue vos options. Et ce seront celles que Marc a passées en revue avec vous, plutôt. Et avec cela, on vous aidera à savoir quels documents sont nécessaires dépendant de l'option de pension que vous avez choisie. Une fois que vous avez choisi votre option, vous devez envoyer votre trousse à Vescore avec les documentations justificatives. Alors, voici les documents qui sont nécessaires dans ce qui a trait à commencer une pension. Ça comprend la déclaration d'état matrimonial et ce document est requis pour quiconque qui commence leur pension. Que vous soyez célibataire, marié, séparé, divorcé, veuf, ce document est nécessaire. La déclaration officielle d'union de fait, c'est assez direct. Si vous vivez avec quelqu'un, avec au moins 2 ans de cohabitation, c'est considéré en vertu de la loi sur les prestations de pension, l'union de fait, et ça doit être complété et témoigné par un commissaire proposé au serment, y compris la preuve de cohabitation. Et la renonciation à la pension commune et de survivants, dépendant de l'option que vous choisissez, vous devriez remplir ce formulaire. Alors, essentiellement, toute option qui offre moins que 60 % à un conjoint survivant, vous devrez remplir ce formulaire. Et votre conjointe également, reconnaît l'option que vous avez choisie pour la retraite. Et la désignation ou changement de bénéficiaire, ce formulaire est très important. Et en tant qu'employé actif à l'heure actuelle, si vous travaillez, vous contribuez au régime de pension, c'est recommandé de remplir ceci pendant que vous avez un conjoint-conjointe. Votre conjoint a droit automatiquement à une prestation de survivant. Cependant, si vous, votre conjointe, vous décédez en même temps, nommer votre bénéficiaire permettra à cette personne de faire une demande de bénéfice. De nouveau, vous pouvez communiquer avec Vescore pour passer en revue n'importe quel de ces formulaires avant de commencer ou n'importe quand dans votre carrière, c'est-à-dire. Alors, avant de recevoir votre premier versement de pension, vous envoyez toute votre documentation et on vous a dit que vous allez commencer à recevoir votre pension. Vous allez recevoir un avis qui identifie le montant brut de pension que vous allez recevoir et toute déduction qui sera attachée comme l'impôt sur le revenu et le montant net. Une fois que vous aurez reçu votre premier versement de pension, comme je l'ai dit plus tôt, vous ne pourrez plus modifier la forme de pension que vous avez choisie. Cependant, si vous avez choisi une période garantie, par exemple, vous pouvez changer de bénéficiaire. C'est quelque chose qu'on peut toujours appeler Vescore et poser des questions au sujet.
Un calendrier des dates de versement de la pension est toujours disponible sur le site Web. Et à ce régime de pension, vous recevez vos paiements de 24 du mois pour paiement de pension. Et si le 24 du mois, par exemple, c'est un fin de semaine ou un congé férié, ce serait la première journée avant. Le 24 octobre, c'est un dimanche. Par conséquent, ceux qui reçoivent une pension vont recevoir leur paiement le vendredi 22. Et à ce moment-ci, ça mène à certaines questions qu'on a reçues plus tôt. Alors, je vais répondre à cela immédiatement. Je vais lire la question. Quel est le meilleur moment du mois pour commencer sa retraite et pourquoi? Pour ne pas attendre un mois et demi sans revenu. Pour démontrer la comparaison entre choisir une date au début et à la fin du mois. Alors, peut-être que le meilleur moment pour vous de terminer votre emploi, ce serait à la fin du mois, avant le début de votre pension. Vous pouvez commencer votre pension le mois suivant à votre termination, votre fin de travail. C'est à votre retraite. Mais vu que les paiements de pension sont toujours le 24 du mois, sans doute que vous obtiendrez votre salaire pour la fin du mois précédent, mais ça vous donnera alors 2 semaines sans solde. Alors, le meilleur temps du mois, c'est à la fin du mois, à l'avant le début de votre pension. J'espère que ça répond à cette question, mais vous pouvez toujours communiquer avec nous. Et enfin, nos ressources en ligne. Vous pouvez toujours aller sur le site web VESCOR pour trouver nos formulaires de demande. Par exemple, des estimés de pension et des événements de la vie sur notre site web que vous pouvez considérer et réviser, et une série de présentations vidéo à l'intention des employés, ainsi que les bulletins d'information qui sont livrés 2 fois l'an, un calculateur d'estimation de la pension et bien plus. Et bien sûr, nos analystes ici à VESCOR peuvent répondre à vos questions n'importe quand entre 8h15 et 16h30 du lundi au vendredi. Merci bien. Thank you, Kim and Mark. Merci, Kim et Mark. Un petit rappel aux membres de ne jamais hésiter de communiquer avec Kim et Mark pour le restant des services aux membres pour toute question au sujet de votre régime. Et en tant que retraité récemment, je peux certainement dire que les services aux membres ont été très utiles à me faire passer à travers le processus. Il reste plusieurs mesures légales et processus rattachés à la réforme du régime de pension du secteur privé en 2014, un desquels touche directement le régime et le conseil d'administration. Comme nous avons fait rapport dans le passé, le conseil a retenu un conseil juridique pour défendre les intérêts du régime. Les audiences de motion sont prévues pour plus tard cet automne et le conseil continuera d'offrir des mises à jour pour les membres selon la situation. Se joint maintenant, il y a John Sinclair, président et PDG de VESCOR, et le gestionnaire des placements du régime et le fournisseur de services administratifs. John nous offrira un résumé des résultats 2020 du régime et une mise à jour pour 2021. John? Merci, Leonard. Bon après-midi, tout le monde. Ça fait plaisir de vous offrir une mise à jour depuis notre dernière réunion pendant cet événement l'année dernière. Alors, pour commencer, juste un petit rappel de qui à VESCOR. Nous sommes une société privée sans but lucratif créée en vertu d'une loi, selon la loi sur VESCOR en 2016. Notre propriété conjointe s'encadre bien avec l'indépendance de 2 propriétaires, votre régime de pension et le régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick. VESCOR est régi par un conseil d'administration compétent et composé de différentes personnes qui répondent à certaines compétences et des expériences en ligne avec ce qui est requis pour régir une telle organisation. Et nous sommes réglementés, surveillés par la Commission des services du Nouveau-Brunswick en tant que gestionnaire de placement des administrations et gestionnaire des portefeuilles. Et comme vous le savez sans doute, votre régime de pension est régi par le surintendant des pensions, qui est un groupe séparé au sein de la Commission
ou pour le Fonds de pension des enseignants également. Nous offrons une prestation de gestion des placements d'administration des pensions à plus de 11 clients du côté des placements, et un total actif de un peu plus de 20 milliards ou presque 21 milliards de dollars. Et nous administrons 11 régimes de pension de retraite et 4 régimes d'avantages sociaux au nom de la province du Nouveau-Brunswick. Notre équipe d'environ 140 personnes, je crois que nous sommes rendus maintenant, sont établis ici à Fredericton et nous offrons des services d'administration personnelle et des services de placement général dans nos bureaux. Nous avons beaucoup de transparence en ce qui a trait à nos rapports annuels et nos états financiers vérifiés indépendamment et nos états de fonctionnement également, différents rapports dans notre vescore.org sur notre site Web et par le biais de nos rapports annuels qui offrent beaucoup de reportages sur ce qu'on a réalisé par position d'autres indicateurs clés et des cibles qui ont été établies pour desservir nos clients. Enfin, ces états financiers vérifiés sont offerts avec ce rapport annuel et offrent beaucoup de dépenses, divulgation des dépenses et d'états financiers. Je vais commencer en offrant une mise à jour sur nos services d'administration et juste pour vous rappeler ce que le groupe d'administration font et nous offrons l'administration quotidienne des régimes et des bénéfices, les bénéfices des quatre activités, la feuille de paie pour payer les pensions aux retraités, établir de nouveaux retraités dans le système de pension et à offrir des déclarations, disons, les formulaires que Mark Kim a mentionné. Toute cette activité est faite par l'équipe d'administration. Le groupe de services aux membres offre de l'information, comme vous venez de voir, en ce qui a trait des mises à jour sur le régime, et ils desservent des membres actifs, les membres différés et les retraités, et les époux et épouses survivants et bénéficiaires, lorsque nécessaire, et nous sommes actifs en ce qui a trait à travailler avec le ministère des Ressources humaines qui font partie de votre régime. Et nous avons notre service de soutien au Conseil qui offre des services organisationnels aux fiduciaires tels votre régime et leur aide à offrir des matières de gouvernance et d'expertise des pratiques exemplaires et des références là où nécessaire. Et ensuite, mais non dernier, c'est notre équipe de communication offre beaucoup de ressources détaillées pour informer les participants sur mieux comprendre leur régime et ils sont très actifs dans différentes venues de communication, notre site Web, bulletin d'information, rapport annuel et pour établir des assemblées annuelles telles celles que nous avons maintenant. Alors, en 2020, tel que discuté plus tôt, dans plusieurs endroits, notre organisation, comme plusieurs autres, a été touchée par la pandémie COVID, mais nous sommes heureux de pouvoir rapporter que nous avons pu continuer d'offrir des services qui étaient requis par nos membres pendant cette période au début de la pandémie. Nous continuons de le faire aujourd'hui. Et sur une base de coûts par participant, je pense que vous avez fait rapport l'année dernière que nos coûts par membre étaient d'environ 93 $ et nous étions le deuxième le plus bas par des organisations semblables avec lesquelles nous interagissons et nous offrons beaucoup de talons de jalons. Les coûts sont augmentés un peu plus année après année, mais nous restons dans le deuxième plus bas catégorie en ce qui a trait aux coûts par participant pour le service d'administration que nous offrons. Et nous offrons d'un appui à plus de 10 600 différentes demandes de participants juste de ce régime de pension. Et comme vous pouvez imaginer, lors de la pandémie, ça, c'était quelque chose qui, premièrement, n'était pas la chose la plus facile à offrir en ce qui a trait à s'assurer que l'information était offerte de façon opportune. Et nous avons pu faire cela en nous fiant sur notre équipe à l'interne ainsi que les ressources que nous avons mis en place avec le plan de continuation des affaires. Et pour celles de vous qui avez utilisé nos services dans le passé, vous aurez vu un sondage de satisfaction qu'on envoie à chaque membre que nous desservons pour obtenir votre rétroaction. Et même si on vivait dans le processus de COVID à rapport de 2020, il nous fait plaisir de faire rapport que nous avons reçu une note de satisfaction globale positive de 95 % pour les différents services qu'on avait offerts. Également, nous continuons de travailler sur différentes améliorations des ressources pour les participants et les clients. Notre site Web, vescore.org, continue de croître en ce qui a trait à de l'information, que ce soit le calculateur de pension qu'on a mentionné plus tôt,
et avec ce qui a trait aux publications telles le rapport annuel et les bulletins d'information. Mais également, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller au site Web, il y a beaucoup de vidéos, de présentations, d'informations couvrant plusieurs questions qui parviennent à notre organisation. Et vous pouvez toute cette information spécifique à votre régime en allant sur servicesquare.org et juste en suivant l'onglet de rapport, disons, pour les renseignements qui sont spécifiques à votre régime. Enfin, nous avons mentionné l'année dernière qu'on était maintenant un programme de modernisation du régime et le temps, c'est peut-être pire en ce qui a trait à lancer un nouveau système de modernisation. Lors d'une pandémie, ça a présenté des défis, mais certainement, il nous fait plaisir de pouvoir faire rapport que nous avons pu continuer à offrir les services clés nécessaires, qu'il s'agisse de s'assurer que les retraités recevaient leur paiement à temps et que les personnes qui voulaient s'établir sur le régime de pension étaient établies de façon opportune. Et en considérant l'impact du COVID non seulement à notre propre organisation, et le système que nous utilisons pour nous aider en ce qui a trait à mettre en œuvre ce système, et vous pouvez imaginer les implications que la plupart des groupes employeurs au département des ressources humaines de ces groupes ont vécues. Nous avons pu offrir ces différents services. Maintenant, je pense que l'année dernière, on avait noté que certains des systèmes, puisque nous avions dû établir un processus de priorisation, avaient été retardés. Un étant, par exemple, les déclarations que nous offrons aux membres lors de la dernière année. Mais nous espérons que vous avez vu cette année que les états de compte sont reçus de façon plus opportune en ce qui a trait à notre état de compte pour les autres services que nous offrons. Ça fait plaisir de rapport que nous sommes bien sur la bonne voie à nos niveaux pré-COVID. Nous anticipons utiliser notre système pour améliorer sur ces niveaux de temps et de service dans un avenir rapproché. Alors, du côté de gestion de placement, juste un rappel de nouveau de ce que nous faisons au nom de votre régime de pension. Premièrement, nous travaillons de près avec votre groupe de fiduciaires pour aider à leur offrir des conseils pour établir des politiques de placement qui offriront la capacité pour pouvoir continuer d'offrir un régime de pension et des retours qui sont nécessaires. Et il va repasser certains de ses buts et objectifs en ce qui a trait au retour à long terme pour le régime et certains des risques et des mesures de risque qui doivent être suivies quant à la loi sur les régimes de pension à risque partagé peuvent vous offrir. Ça fait plaisir qu'on rencontre et on dépasse ces cibles de taux d'actualisation, ces cibles fixées au sein de la politique de placement. Je peux les démontrer sur cet écran ici. Alors, ici, ça démontre le rendement des placements du côté gauche pour l'année 2020 pour à plus long terme de 4 ans et depuis que le régime a été converti au mois de janvier 2014. Et même encore plus loin, lorsque l'ancienne organisation chez PNB a commencé à gérer le régime de pension publique en 1996. Alors, premièrement, vous pouvez voir que la ligne pointillée délimite ce taux d'actualisation de 4,75 qu'Yves a mentionné plus tôt. Et peu importe la période que vous considérez ici, vous pouvez voir que le retour de rendement de score en bleu léger, qui représente votre cible de politique, ont dépassé ce 4,7 que ce soit l'année dernière, il y a 4 ans ou depuis la création. Alors, c'est très important pour dépasser ce 4,75 mais d'ajouter d'autres retours de niveau pour créer plus de sécurité à votre régime. En plus de cela, notre équipe de placement, par leur opération de placement actif, ont pu ajouter d'autres valeurs au-delà de ce référence, cet indice de référence, la ligne pointillée bleue ou la ligne qui correspond à l'axe de valeur ajoutée. Sur l'indice de référence, vous pouvez voir que 2020 est un peu plus une lutte et cela a été à long terme. On a ajouté 13 points de base, mais en considérant la volatilité qui avait été observé pendant l'année, on se sent confortable à savoir où c'est arrivé. Mais vous pouvez voir qu'à plus long terme, on ajoute presque un pourcentage en plus de politique de placement par les activités de gestion plus actives de l'organisme. Et en dernier, mais non moins, une des autres choses qui est indiquée à votre rapport annuel et qui est très détaillée, il y a une description très détaillée le rapport annuel de VestScore, si vous avez un intérêt, c'est que nos dépenses de gestion sont beaucoup plus basses, vu notre structure à but non lucratif, que
un des gestionnaires de tierces parties extérieures. Les indications du passé qu'on a démontrées, je pense que je reviens juste à la réunion annuelle de l'année dernière, c'est que nous avons indiqué que les dépenses de gestion étaient de 3 à 6 fois plus efficaces financièrement qu'utiliser des gestionnaires de tierces parties extérieures. Et nous avons inclus ceci cette année pour démontrer d'autres perceptions, à savoir comment l'approche de placement à faible risque, on l'appelle un rendement contre-cyclique. Par exemple, une des choses que nous attendons avec ce programme de placement, c'est qu'en période normale de placement, on devrait voir des rendements qui seraient semblables à ceux qu'un régime de pension à bénéfice établi. Ça en est un qui a plus de risques d'habitude, avec un rendement. Mais dans des périodes de baisse du marché, nous attendrions ce que votre régime de pension à risque partagé ferait mieux que les autres régimes à prestations définies et profite de ce meilleur rendement d'un environnement faible du marché. Il faudra abandonner quelque chose en termes de politique et nous attendrions qu'on n'aurait pas un aussi bon rendement dans des marchés très forts. Ainsi, on a pris 4 ans de tour trimestriel pour démontrer cette histoire. Et ici, ce qu'on a fait, c'est que nous avons pris le composé de tous les clients de gestion VESCOR, soit qui sont à risque partagé ou à bénéfice défini. Alors, il y a une représentation ici. Vous pouvez voir qu'on a fait ceci contre l'information publiquement disponible qui est produite par LifeWorks sur un groupe de différents gestionnaires de pension à travers le pays. Alors, si nous commençons du côté gauche, au début 2017, vous pouvez voir que le retour pour le risque partagé aux prestations cibles ont eu un rendement semblable aux autres, jusqu'à ce que nous arrivons à la première baisse du marché, qui était le dernier trimestre de 2018. Et en décembre 2018, le Conseil Federal Reserve américain avait parlé d'augmenter les taux d'intérêt de façon importante à ce moment-là. Et essentiellement, ça a causé le marché de la bourse de baisser de façon sérieuse. Vous pouvez voir ici que le sondage avait un retour d'environ près de moins 6 pendant cette période, alors que le fonds de pension était négatif, c'était une fraction de ce que le plus grand régime avait vu. Alors, de nouveau, cette pièce pour mitiger les risques a été validée là. Il faut voir que les marchés ont rebondi. En 2019, il y en a qui s'étaient redonnés, retrouvés. Lorsqu'on arrive à la prochaine période de volatilité, qui était le premier trimestre de l'année dernière, lorsque le COVID est arrivé, on a vu les marchés d'équité qui ont baissé de près de 30 pendant cette période. Les sondages externes de régimes de pension à l'extérieur étaient baissés près de 10 à 11 par opposition à VESCOR, à risque partagé ou à prestations cibles, étaient baissés de beaucoup moins. Et de nouveau, un peu de cela, bien sûr, ça s'est renversé avec les marchés qui sont devenus plus normaux dans la période 2020. Alors, en pensant à ce qui est requis, nous avons démontré dans la étape précédente qu'on a pu, diapo précédente, qu'on va avoir des retours qui dépassent ce qui est requis pour financer le régime et d'offrir plus de stabilité et de sécurité. Et on fait voir également que le rendement jusqu'à date a offert cette protection contre-cyclique parmi les baisses du marché qui sont utiles pour maintenir un état de relation d'une perspective de risque. Et en dernier mais non moins, juste du côté droit, une des choses qu'on aime faire, c'est juste de faire le calcul du rendement annualisé des fonds de pension pendant ces périodes plus longues. Et ici, on a montré, par exemple, que le régime de rendement de 7,17 de VESCOR par année, en vertu de cette période de 4 ans, et le risque est calculé en vertu de ces trimestres, une déviation normale, c'est environ 6,4 de risque, pour une unité de rendement par risque de 1,16. Lorsqu'on a regroupé ces sondages externes, vous pouvez voir que le retour est un peu plus élevé, à 7,57 sur cette période de 4 ans, mais beaucoup plus de risques est calculé selon le risque de déviation de 9,77 et une unité de rendement inférieure par risque de 0,77. Maintenant, l'autre chose qu'il faut prendre en considération ici, c'est qu'il s'agit de chiffres bruts avant les frais. Et comme mentionné plus tôt, nous savons que notre ratio de but non lucratif était beaucoup plus bas que les gestionnaires externes. Là, si nous avons pu déterminer ce qu'était le frais moyen pour ces clients, je
je m'attendrais à ce que le rendement annualisé après les frais serait très proche, sinon meilleur de notre perspective. En dernier lieu, je veux une combinaison de l'actif. Ça crée une approche à moindre risque. Donc, un régime à prestations définies, à peu près 60 d'exposition de l'actif et 40 Et avec la composition de l'actif, c'est beaucoup plus diversifié, à moins d'exposition de l'équité. Donc ici, comme exemple, on a à peu près 40 d'actions exposées et après la moitié d'1% est dans la volatilité. Et il y a des retours de volatilité, mais de façon moins volatile. Et avec d'autres placements, comme des actifs d'infrastructure et d'immobilier, il y a des stratégies de retour que nous gérons maison pour donner une meilleure exécution de nos actifs. Alors, pour terminer, les rendements positifs avec la reprise vigoureuse des marchés mondiaux, où sont vos ratios de retour? Et si vous n'avez pas reçu votre bulletin de nouvelles, vous voyez que c'est à peu près 3,6 comme rendement, parce que les marchés n'ont pas été forts et le retour annualisé est près de 7 qu'on vous a montré plus tôt. Ça reste intact. Et l'augmentation nette de millions de dollars depuis le 31 décembre 2020 est à 217 millions. Alors, mes collègues, c'est dans les membres des services aux membres, sont prêts à prendre des demandes des membres. On a fait beaucoup de travail autour de pouvoir interagir avec les membres, qu'elles soient par courriel, téléphone ou les vidéos en ligne, les capacités comme l'équipe Microsoft Teams. On peut établir des situations comme cela. On a ouvert nos bureaux lorsque nécessaire, mais on a instauré des protocoles autour de statut, vérification de vaccination ou la distanciation sociale. Alors, sentez-vous libre de nous joindre. Pour terminer, les frais de gestion des placements sont beaucoup moins élevés que ceux des gestionnaires externes TSM. Mais c'est à la page 13, il y a une bonne discussion sur les coûts de services généraux, tant administratifs et placements, et ils sont beaucoup plus bas que ce que les tierces parties fournissent. Et pour 2020, le coût général était plus bas en termes de dollars comme pourcentage des actifs. Alors, ça termine ma présentation et j'anticipe répondre à vos questions si vous en avez. Merci, John. Ça complète nos présentations formelles pour aujourd'hui. Bien qu'on est un peu en retard, nous avons le temps pour quelques questions pour ceux qui ne sont pas répondus aujourd'hui. On pourra vous revenir directement avec Vescore. Alors, on va poursuivre avec la période des questions. Suzy Proudegle qui va animer la séance de questions-réponses. Hello everyone. Bonjour tout le monde. Heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Comme Leonard l'a mentionné plus tôt, je m'appelle Suzy Proudag et je suis membre du Conseil des fiduciaires ainsi que participante au régime. If you have any questions for our Board of Trustees or our guests who have presented... Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions en cliquant sur le bouton « Poser des questions » qui apparaît sur votre écran. Remarquez que si vous avez des questions spécifiques à votre situation personnelle, on vous encourage de communiquer à 1-800-561-4012 ou par courriel à info@vescore.org. Comme Leonard l'a dit, on est un petit peu en retard, mais on peut encore répondre à des questions pendant 10 à 15 minutes avant de terminer. On a reçu plusieurs questions avant la séance et durant la séance, mais on ne pourra pas y arriver à toutes les questions
Mais on répondra à chacune des questions par courriel d'ici quelques jours et on va afficher ces questions et réponses dans un document sommaire sur les sites Web d'ici quelques semaines. Je vais passer à la première question ici. Ceci est quelqu'un qui a envoyé la même question depuis quelques années. Ils disent, on nous continue à nous dire qu'on travaille là-dessus. La personne dit, je ne vois pas le problème avec la fonction publique lorsqu'ils prennent leur retraite de simplement prendre leur pension pré-partage des risques. Et je sais pour un fait que les municipalités où je vis, c'est leurs employés de la ville et leurs portions doivent être calculées. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir si on peut faire les deux? Et pour être juste, si on veut prendre une retraite avant l'âge de 65 ans pendant qu'on est en santé et aimer la vie, on est pénalisé en perdant 5 entre l'âge de 60 et 65. Et on va la perdre lorsqu'on prend la pension fédérale, celle de la province, est réduite. Merci, Suzy. Je pense que la question, il y a deux questions. La première, c'est recevoir la pension en deux volets, avant réforme et après réforme. On a fait du travail là-dessus et ce que nous avons déterminé, c'est coûteux d'administrer un régime de pension qui est établi de cette façon-là. Et la recherche démontre que le nombre de régimes qui ont offert cette option à leurs membres et qui ont choisi, ça a été très bas comme toute participation, ce qui veut dire que l'augmentation des frais administratifs sont absorbés par ceux qui ne choisissent pas de s'en prévaloir comme option en divisant leur pension dans deux volets. Alors, ce n'est pas une option ici pour nous. Et le deuxième point, ceci a été mentionné par Marc Bossé plus tôt, qu'est-ce qui arrive à l'âge de 65 ans si vous prenez votre retraite un peu avant le temps. Et à l'âge de 65 ans, ça baisse, qui veut dire que vous allez avoir deux chèques après l'âge de 61 du RPC et l'autre, c'est les prestations en vertu de ce régime-ci. Il y a des complications, cependant, si vous décidez de prendre votre RPC avant l'âge de 65 ans. C'est une autre raison pour que les membres comprennent comment ceci pourrait vous affecter ou non. Merci, Leonard. Le prochain, va passer à John Sinclair. Question pour Vescore. Le gestionnaire et fournisseur de services administratifs, pourquoi est-ce que vous ne permettez pas une audit? Vous avez le statut d'un ensemble lucratif. Est-ce que les membres ne devraient pas recevoir certains de ces avantages ou bénéfices? Merci pour la question. Tout premièrement, nous avons une audit, comme j'ai mentionné dans ma présentation, on est audité par une firme de comptabilité nationale et qui est très professionnelle et on fait partie de cet audit. Ces états financiers font partie de notre rapport annuel, donc vous pouvez y référer sur le site web à vescore.org, vous nous envoyez un courriel. Également, on peut vous envoyer une copie papier. Alors, il y a un processus très important d'audit et suivant les meilleures pratiques possibles. Les bénéfices sont cumulés pour les membres, ce qui arrive, par exemple, les épargnes qui sont réalisées vont au cœur du régime de pension. Vous pouvez vous imaginer, et l'activité de gestion crée une croissance des actifs sous la gestion, mais c'est seulement qu'après les frais. Quant à être plus efficace du point de vue coût, cette efficacité vient parce qu'on est sans but lucratif. Et ces épargnes sont cumulées au fond parce qu'on ne paye pas des frais de gestion plus élevés qu'on paierait si on n'était pas sans but lucratif. Je ne suis pas d'accord avec le taux d'inflation. Les coûts de vie ne cessent d'augmenter. Tous autour de votre table ne peuvent dire le contraire car vous consommez également des produits. Je ne comprends pas votre façon de calculer. Comment est-ce que c'est seulement 1,46 %? Cette question ici devrait aller à Yves. Merci, Suzy.
Thank you. L'inflation ou les rajustements au coût de la vie au régime sont calculés à partir de l'inflation ou de l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. Donc, ce n'est pas nous qui décidons de l'inflation, c'est Statistique Canada qui calcule l'inflation au Canada. Et puis, le Conseil des fiduciaires utilise cette information-là pour donner les rajustements au coût de la vie. Le 1,46 % qui est donné au 1er janvier 2022 est basé sur la hausse dans l'indice des prix à la consommation pour l'année du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Et donc, ce sont les résultats officiels d'inflation pour cette période-là. Je suis d'accord qu'actuellement, les taux d'inflation au dernier mois étaient de 4 mais si on se rappelle, à l'été 2020, les taux d'inflation étaient de 0 ou de 0,1 %. Donc, lorsqu'on fait la moyenne de 12 mois, pour calculer l'inflation, c'est là où le 1,46 est calculé. Si l'inflation demeure à 3 et 4 % pour cette année, comme elle l'a été là, en juillet et août 2021, et puis si ça demeure pour le reste de l'année jusqu'au 30 juin 2022, là, on verra une opportunité pour les fiduciaires d'accorder un rajustement au coût de la vie de l'ordre de 3 ou 4 % si on voit l'inflation, si l'inflation demeure là, pour l'année à ce niveau-là. En fait, étant donné les surplus au régime actuellement, si l'inflation avait été de 4 % pour l'année avant le 30 juin 2021, le Conseil des fiduciaires aurait été capable d'accorder un plein 3 ou 4 % de rajustement au coût de la vie. Donc, si l'inflation demeure et continue de demeurer à 3 ou 4 % et que le ratio de capitalisation du régime demeure au niveau actuel, ce genre d'indexation-là va pouvoir être fourni au 1er janvier 2023. Merci, Yves. Next one, go. Prochaine question est pour Mark Greenman. Là où vous accédez aux estimations pour le calcul en ligne. Merci pour la question. Alors, sur le calculateur, si vous voulez l'accéder, c'est vescore.org, calculateur. Vous pouvez utiliser les dernières estimations pour faire vos estimés. Si vous n'avez pas votre état, vous pouvez appeler à la section des services aux membres. Je n'ai une autre qui vient d'apparaître, excusez. Pour Yves, qu'est-ce qui arrive au régime lorsqu'il y aura plus de retraités que des actifs? Lorsqu'un régime augmente le nombre de retraités, on appelle ça la maturation du régime. L'évaluation actuarielle déjà prévoit qu'il y a une maturation du régime et prévoit une augmentation des retraités. Soit en tant que tel, le fait qu'on va voir plus de retraités dans le futur a déjà été pris en considération dans l'évaluation actuarielle qu'on fait présentement. Donc, je ne vois pas de problème. Il faut juste qu'on prenne le temps de regarder, d'ajuster nos politiques en conséquence et de s'assurer que le risque qui est pris par le régime est en accord avec la maturation du régime. Merci, Yves. Bon, on dit que la session finira à 1h, puis on essaie de respecter ça autant que possible pour les gens qui avaient planifié ça. Alors, nous allons maintenant conclure notre séance de questions-réponses pour aujourd'hui. Veuillez noter que si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, vous pouvez toujours le faire par courriel ou par téléphone. A reminder that if you submitted a... Je vous rappelle que si vous avez soumis des questions qu'on n'a pas pu les répondre durant la réunion, on va vous répondre, y compris vos questions-réponses, dans un document de sommaire posté en liste à vescore.org, NB, PSPP, dans les prochaines semaines. Je veux vous remercier de votre participation aujourd'hui. Je souhaite également remercier tous ceux et celles qui ont présenté et se sont joints à nous, ainsi que l'équipe de Vescore qui s'est occupée d'organiser la rencontre. This would conclude our annual information. Ceci termine notre séance d'information annuelle. Merci encore une fois de vous être joints à nous et au revoir.